Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce cinquième live questions-réponses. Je m'appelle Tim Strobant. Je suis psychologue clinicien, social et interculturel, victimologue et psychotraumatologue. Je pratique en consultation en Belgique, près de Bruxelles, à Tervuren et à Waterloo, et également via webcam. Ça fonctionne depuis le Covid et j'ai continué par la suite. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller consulter mon site internet, perversnarcissique.be, ou de m'envoyer un mail sur tim.strobe@gmail.com, donc tim.str2ob@gmail.com. Le but de ces lives sont doubles. La première, c'est de permettre à chacun, chacune d'avoir l'occasion de poser quelques questions. On n'a pas toujours l'occasion d'avoir la possibilité de commencer un accompagnement ou simplement d'avoir un psychologue à disposition pour poser quelques questions. Et donc, autour de la problématique de l'emprise pathologique. Et la deuxième, c'est évidemment de vous remercier pour toutes vos participations et votre bienveillance, que ce soit sur ma page ou sur mes deux groupes Facebook. Il y en a un qui est privé et un qui est public. Hein. Les groupes s'appellent Pervers narcissiques, les dérives de l'emprise. Euh, je travaille avec ce que vous m'apportez. Donc n'hésitez pas à venir et me poser des questions, qu'elles soient théoriques ou pratiques, sur la problématique de l'emprise, ou éventuellement sur moi, si, pourquoi pas, si ça peut vous intéresser aussi. Et je ferai de mon mieux pour vous y répondre. Et peut-être que vos questions, et c'est le but, et idéalement j'espère que mes réponses puissent le faire aussi, aider certaines qui vivent au quotidien certaines choses pour lesquelles ils ne savent pas encore donner de mots. Et sait-on jamais, éveiller peut-être les consciences aussi à la problématique de l'emprise de manière générale, qu'une perversion soit en jeu ou toute autre chose, euh, et qu'ensemble on puisse quelque part aussi œuvrer à faire de cette problématique-là quelque chose de plus conscientisé et de plus saillant au quotidien. Hein, que ce soit dans le couple, que ce soit au sein des familles, que ce soit au sein des groupes d'amitié ou tout autre groupe, ou à l'école. La problématique du harcèlement maintenant revient en trombe en France. C'est très bien. On attend aussi un peu la même chose en Belgique, même si de belles choses sont déjà faites. Euh, et donc voilà, c'est un peu euh, un- comment dire, euh, le moment ou jamais de venir peut-être poser vos questions et sait-on jamais peut-être vous ouvrir quelques portes par rapport aussi à la problématique. Bonjour Odissa, bonjour Caro Caro. Alors, j'ai reçu un message, un WhatsApp juste avant d'un membre du groupe me demandant s'il y aurait des rediffusions des lives. Il y en a. Je pense que même que mes 4 précédents lives sont rediffusés, que ce soit sur le groupe ou sur la page. Je devrais normalement, si le temps me le permet, mettre toutes ces vidéos-là sur YouTube également, pour plus de simplicité. Il y a également sur YouTube, je pense, les 2 dernières conférences que j'ai pu donner. La première sur l'hébergement égalitaire dans un cas d'emprise pathologique et la deuxième c'était les points de vue de l'auteur euh, pour lequel j'ai été invité par la zone de police de Bruxelles pour débattre sur le sujet. Je pense avoir quelques articles dont certains scientifiques qui traînent ci et là, donc n'hésitez pas si cela peut nourrir aussi votre savoir sur le sujet. Bonjour de Cannes, bonjour Passang, bonjour Virginie, bonjour Aïcha. Voilà, n'hésitez pas à venir vous poser les questions, quelles qu'elles soient, pas de questions stupides. Même les plus simples sont les questions parfois les plus pertinentes, parce que dans ce genre de situation, finalement, on ne voit pas suffisamment clair. Euh, Caro, tu as 2 questions. Peut-on changer un ou une perverse narcissique et est-ce que c'est une maladie? Déjà 2 très bonnes questions, parce que souvent, lorsqu'on décide de rester dans un couple dit relation toxique, ou même d'un lien toxique, je ferai peut-être la différence entre les deux, ben on espère que l'autre change, on espère que l'autre puisse continuer à nous offrir ce qu'il a pu nous donner en début de relation, ou par intermittence lorsque finalement l'autre décide notamment le pervers, à reprendre une forme de séduction pour vous replonger dans cette boucle infernale dans laquelle vous êtes. Donc c'est séduction, confrontation, évitement, indifférence. On pourra peut-être aussi développer ça si vous avez
d'autres questions. Euh, et donc l'idée, c'est que la perversion, et ces deux questions sont interconnectées, ce n'est pas une maladie. Alors en tout cas, dans ma grille de lecture à moi. Vous avez l'appellation le trouble de la personnalité narcissique, qui est une appellation psychiatrique. Et la psychiatrie a une approche très particulière de la psychopathologie, où elle considère effectivement, dans la plupart des cas, qu'il s'agit de maladie, donc qu'il est traitable, euh, changeable. Euh, mais dans ma pratique à moi, qui est davantage psychanalytique, en tout cas pour sa base, la perversion appartient à ce qu'on appelle une structure de personnalité. Et cette structure n'est pas une maladie. Ça veut dire qu'une fois qu'un sujet adopte une structure perverse, il ne peut plus changer de structure. Alors il va pouvoir évoluer, mais toujours sur la base de sa structure. Donc la structure, c'est simplement ce qui me permet d'analyser à travers quel mécanisme de fonctionnement vous avez construit votre réalité et de quelle manière vous serez alors amené à comprendre votre réalité, à construire votre rapport à l'autre, quelle place vous avez dans cette réalité, quelle place les autres occupent dans cette réalité. Et donc, la perversion, si c'est une structure, qu'elle soit narcissique slash morale ou sadique ou masochiste ou une psychopathie, n'est pas une maladie. Donc, malheureusement, ça ne se soigne pas. Donc je m'occupe de victimes autant que d'auteurs, bon, principalement de victimes évidemment, parce que les auteurs sont très, très peu nombreux à demander spontanément des consultations. Donc il arrive que je sois en contact avec des auteurs parce que la justice me mandate pour justement accompagner les anciens détenus ou les détenus sous condition judiciaire. Et à ce moment-là, je tiens ça du temps que j'ai passé à travailler en prison aussi, hein, et qui a pu porter ses fruits. Et donc allez, pour toutes celles et ceux qui euh, travaillent avec des personnalités potentiellement perverses, narcissiques ou certaines formes de psychose, peuvent bien comprendre à quel point il est quasiment impossible, parce que je peux me tromper, de, euh, de soigner tel qu'on l'entend ce type de personnalité. Il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est je ne pourrais pas faire de vous un monstre sanguinaire, je ne peux pas faire d'un monstre sanguinaire quelqu'un comme vous. Il y a des mécanismes de fonctionnement et de perception de la réalité qui euh, dictent et organisent la manière dont vous allez non seulement vous percevoir vous-même, percevoir l'autre, comprendre les choses, interpréter les choses, et il y a quelque part dans la perversion l'idée que le pervers est très conscient de la manière dont il transforme la réalité, puisqu'il y a accès, contrairement à la psychose où, puisque le psychotique invente, là on est plus de l'ordre du délire, par exemple. Euh, donc, non. La psychose non plus d'ailleurs est une structure de personnalité. Ni la psychose, ni la névrose, ni la perversion ne se guérit. Ce n'est pas une maladie et les gens ne changent pas. Les gens peuvent évoluer, mais sur la base de leur structure. Et donc si la structure est implémentée, le pervers ne pourra pas devenir névrosé ou psychotique et réciproquement. Raison pour laquelle il est important de garder à l'esprit que l'autre, quel qu'il soit, et vous-même, qui que vous soyez, ne pouvez pas changer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas devenir quelqu'un d'autre. Par contre, vous pouvez faire un travail sur vos symptômes. Vous pouvez évoluer sur certains aspects de qui vous êtes. Mais le but d'un accompagnement psychothérapeutique, c'est de vous apprivoiser suffisamment en fonction de qui vous êtes et de la manière dont vous avez à fonctionner dans votre environnement, parce que l'environnement est super important aussi pour pouvoir maintenir un équilibre, pour pouvoir mieux vous orienter, pardon, mieux vous aiguiller, peut-être mieux quelque part prendre des décisions qui œuvrent avant toute chose à votre bien-être, que toutes vos décisions ne soient pas au détriment de vous-même, et que vous puissiez aussi vous attacher aux personnes qui fonctionnent suffisamment comme vous et qui ont la possibilité de vous rendre ce que vous avez de plus précieux à offrir. Euh, Autrement, vous ne faites que vous vider pour l'autre sans que l'autre n'ait à vous offrir quelque chose en retour, quand bien même par moment il puisse vous le montrer.
Voilà, Caro, j'espère que j'ai pu répondre à votre question. Alors, je vais essayer de prendre une autre question. Euh, alors, je galère un peu. Alors, voilà, je vais remonter le fil d'actualité. Je sais pas si vous avez déjà fait des lives, mais c'est relativement désagréable à utiliser. Euh, alors, bonjour Virginie. Comment apprendre à vivre? Comment réussir à se sevrer de ce manque, à combattre ce vide? Alors, chose est sûre, c'est que vivre une relation d'emprise pathologique pendant des années, et quelque part les plus courtes aussi, nous vide considérablement de la confiance que nous avons en nous-mêmes, en nos choix, de la confiance que nous avons en l'être humain, en l'humanité, de manière générale. Euh, et il est effectivement très difficile de recommencer à construire sa vie, à poursuivre sa vie, alors que nous n'avons pas l'énergie pour, et que nous avons affaire, dans la plupart des cas, à faire face au pouvoir judiciaire, qui n'est pas là pour soigner nos états d'âme ou euh, entendre ce que nous avons nécessairement à dire dans le cadre des procédures judiciaires, malheureusement. J'espère que cela changera progressivement. Et donc, revivre, c'est plutôt reprendre, que je dirais. Parce que vivez, vous avez là toute l'occasion de pouvoir le faire. Vous avez survécu jusqu'alors, maintenant il ne reste plus qu'à vivre, et vivre dans les meilleures des conditions possibles. Et pour que la rupture puisse se faire de manière effective, vous permettant finalement de ne plus avoir en tête euh, non seulement votre vécu de manière intrusive, mais aussi la présence de l'autre, directe ou indirecte, c'est dans un premier temps, de cadenasser au plus vite et au mieux les canaux de communication que vous avez avec lui, que vous entretenez avec lui. Que ce soit dans le cadre de la garde alternée des enfants ou des procédures judiciaires. Maître du tiers est important. Si vous avez un avocat, cela peut passer par votre avocat. Si vous avez des personnes soutenantes et légitimes qui pourraient faire tiers, cela peut fonctionner aussi. Mais il est important de comprendre que ce n'est pas parce qu'on se sépare que le lien est rompu. Il reste encore nos émotions, il reste encore nos affects, il reste encore nos doutes, il reste encore nos hontes, il reste encore nos culpabilités à traiter, alors même que, encore une fois, nous n'avons pas d'énergie suffisante pour pouvoir traiter tout cela de manière convenable, parce que l'autre agit comme étant encore un corps étranger dans notre appareil psychique. Et notre appareil psychique, comme le corps, va se battre pour expulser la pénibilité, expulser le corps étranger, au prix de symptômes dépressifs, anxieux, de doutes, de rumination, d'insomnie, potentiellement de symptômes qui sont liés à des stress post-traumatiques en fonction de ce que vous avez pu vivre en cours de relation. Et donc, construire votre milieu de récupération est la première chose à faire. Et ça devrait être la plus importante chose à pouvoir réaliser. Construire votre base des opérations. Vous sentir en sécurité chez vous. Euh, Faire appel à des tiers pour vous défendre contre certaines choses qui seraient peut-être de l'ordre de l'illégalité. Alors, je vais être assez critique et assez ambivalent, je l'espère, concernant les tiers officiels que vous pourriez appeler, ou la police par exemple. Ça dépend vraiment sur qui vous tombez. Il y a des bons policiers, il y a des policiers moins bons, voire mauvais. Euh, donc faites appel au service en Belgique, c'est le service d'assistance policière aux victimes,
ils peuvent se montrer soutenants dans toutes vos démarches que vous avez réalisées. Nul n'est au-dessus de la loi. Et même si vos plaintes ne vont pas jusqu'au bout, elles permettent tout de même de mettre le tiers, parce que la police et je pense la gendarmerie aussi, je ne sais pas comment ça fonctionne exactement en France par rapport à cela, mais est obligée de prendre une plainte quelle qu'elle soit. Et donc de faire une mini-enquête, quoi qu'il arrive. Et donc de mettre du tiers. S'il y a un tiers qui peut se montrer détenteur d'une autorité ou d'un pouvoir que l'autre, homme ou femme, n'a pas, ça peut mettre du tiers et ça peut commencer à devoir envoyer le signal à l'autre que voilà, il n'est plus tout puissant, il doit faire attention à ce qu'il fait et à ce qu'il dit, parce que vous ne vous laissez plus faire et que vous ne comptez pas vous confronter à lui, mais que vous allez vous défendre. Vous n'allez pas vous battre contre lui, mais vous battre pour vous et pour vos enfants. Et donc ça prend du temps de construire la juste proximité-distance avec l'autre, ça prend du temps pour que le manque affectif qui est alors très saillant, très douloureux, puisse euh, ne plus être automatiquement associé à cet autre en question, et qu'il puisse progressivement se déplacer sur d'autres choses. Et il faut que vous puissiez, malgré tout, faire des efforts par rapport à vous permettre de vivre de nouvelles expériences, récupérer toutes ces choses que vous avez abandonnées en cours de route. Si vous aviez des activités, si vous aviez des amis, si vous aviez toute chose qui, d'une manière ou d'une autre, était une ressource pour vous, qu'elle soit spirituelle ou tangible, factuelle, un sport ou ce genre de choses, ou une activité, quelle qu'elle soit, euh, reprenez-les à votre rythme, mais offrez-vous de nouvelles expériences. Voilà. Il y aurait encore mille et une choses à pouvoir vous proposer comme possibilité en fonction de vos situations et en fonction du contexte dans lequel vous êtes. Mais c'est à ce moment-là que vous commencez à construire l'enseignement de votre expérience passée et que malgré ce que vous pouvez en penser au moment même, tout ça, à un moment donné, ne seront que des souvenirs, vos souvenirs et votre expérience, vos enseignements, qui vont vous permettre de vous aiguiller de la meilleure des manières sur ce qui vous attend devant vous. Et il y a de belles choses qui vous attendent devant vous. Malgré ce que l'autre peut en dire, même si l'autre s'était vertueux à vous dire que vous ne retrouverez jamais personne, que vous êtes folle ou fou, que vous ne seriez rien sans lui ou sans elle, euh, tout ça n'est fait que pour vous empêcher de pouvoir vous satisfaire de ce que vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire votre liberté, celle que vous n'auriez jamais dû perdre, même dans cette relation. Euh, donc, ne perdez pas espoir, faites-vous accompagner si c'est nécessaire. Je pars du principe que ça l'est. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de très récurrent, d'hebdomadaire. Ça peut même être une fois par mois, une fois toutes les 3 semaines, mais qu'il y ait quelque chose qui rythme et qui peut peut-être euh, vous accompagner quand bien même à un moment donné vous décidiez de retourner en arrière et de vous remettre en couple ou de retourner au travail ou ce genre de choses. Ça permet simplement d'avoir toujours quelqu'un qui permet de faire écho à ce que vous traversez, à ce que vous vivez, pour que vous ne soyez pas la seule personne à vivre cela en huis clos, parce que c'est exactement ce que l'autre veut, que vous n'ayez pas de tiers qui vous permettent d'éveiller votre réflexivité par rapport à ce qu'il vous fait subir. Voilà. Euh, Bonjour Christina, quel type de relation un manipulateur narcissique entretient-il en tant que père par rapport à ses enfants et en l'espèce ici par rapport à sa propre fille? Alors, avant même de pouvoir rentrer dans les détails de comment est-ce qu'un pervers considère ses enfants, il faut que vous puissiez comprendre comment le pervers considère l'autre de manière générale. Et l'enfant n'est rien d'autre qu'un autre. Et donc le pervers, comme euh, euh, il se positionne comme étant au-dessus des lois. Donc il n'incarne pas les lois, il est au-dessus des lois, ce qui est différent avec la psychose. Je dis souvent, en caricaturant un peu, le psychotique c'est Dieu, le pervers est au-dessus de Dieu, il fait de Dieu ce qu'il veut. Et donc le pervers, lui, doit savoir ce qu'est Dieu pour l'autre pour l'utiliser comme il le souhaite.
pour répondre à ses propres objectifs. Donc l'autre n'est qu'un objet qui servira ses propres intérêts. Euh, Sauf potentiellement une seule personne qu'il considère comme étant un objet, mais qui n'est pas entièrement un objet, c'est son premier preneur de soins, avec qui il est lié, il ou elle, et aucune autre personne ne pourra prendre sa place. Donc l'autre n'est là que pour assouvir ses besoins, lui permettre de rendre sa vie possible. Euh, la caricature qui est loin malheureusement d'être une caricature, de l'homme ou de la femme victime qui finalement s'occupe du foyer de A à Z, fait tout à la maison, s'occupe des enfants, travaille, s'occupe du foyer, rend des services, se coupe de tout ou de presque tout, et finalement est systématiquement disqualifié dans ce qu'il ou elle fait, et systématiquement contraint de faire mieux, est systématiquement culpabilisé, est systématiquement insulté, discrédité, disqualifié, humilié, minimisé, etc. Ça peut prendre des formes diverses et variées, pour que la victime garde cette position d'objet, cette position d'objet utile. Alors, ceux qui me connaissent savent que je suis un peu trop fan de café. Et l'avantage, c'est que j'ai un exemple tout prêt pendant mes consultations. Euh, la victime est une tasse. Que la victime soit son propre enfant, son collègue, euh, ses subordonnés au travail, ses amis, pour peu qu'on puisse appeler ça des amis, euh, sa compagne, compagnon, l'autre en général est une tasse. La tasse, quand j'en ai besoin, je la sors de l'armoire et je me sers un café et je bois mon café. Elle me sert. Une fois que je, je termine de boire mon café, euh, je jette ma tasse dans l'évier et à ce moment-là, je ne me soucie pas de savoir si ma tasse a eu mal. Je la jette dans l'évier, je ne me soucie pas si ma tasse a eu mal. Ça veut aussi dire que je considère ma tasse comme étant un objet inerte et inanimé qui potentiellement ne ressent rien. Ou je me fous réellement de savoir ce qu'elle ressent. Si ma tasse est cassée, j'en change. Et d'ailleurs, j'en ai souvent plusieurs. J'ai un set de tasses, même forme, même couleur, même rôle, même fonction. Et donc quand une est cassée, voilà, j'en change. Si ma tasse est suffisamment précieuse, parce qu'en plus c'est une belle tasse et qu'elle permet aux autres de savoir que je bois mon café dans une tasse qui est de telle marque ou euh, voilà, belle d'une certaine manière, parce qu'elle me met en valeur, ben, je vais prendre un peu plus soin que les autres, mais ça reste une tasse. Et donc je ne me soucie pas de savoir si elle a mal, je ne me soucie pas de savoir si, comment dire, si elle pense, si elle respire, si, etc., tant qu'elle me sert. Simplement tant qu'elle me sert. Et c'est aussi absurde que cela, que ce soit pour ses propres enfants, ou que ce soit euh, pour tous ces autres qu'il manipule, qu'il essaie de disqualifier le mot exact c'est de détourner pour ses propres objectifs. Donc si vous êtes compétent, vous le serez pour les mauvaises raisons, ou pas suffisant. Si vous êtes bienveillant, bienveillante, vous le serez pour les mauvaises raisons, systématiquement. Sabotage, disqualification, détournement. Pour que vous n'ayez pas à pouvoir vous satisfaire de vos qualités. Si je reprends l'exemple de ma tasse, si ma tasse se casse, j'en change. Et donc si ma tasse ne me sert plus, j'en trouve une autre. C'est aussi absurde que cela. Et pour ces enfants, c'est la même chose. Même si vous avez l'impression il ou elle a une relation particulière ou plus affective avec l'un ou l'autre de ses enfants, souvent il ne s'agit que d'un à la fois, ça ne reste qu'un objet. Un objet qui est peut-être plus précieux que l'autre et qui peut lui servir plus qu'à l'autre. Donc ça reste un objet. L'idée c'est que par la séparation, vous venez de sauver vos enfants. Malgré tout, par la séparation, et plutôt, quelque part, cette séparation se joue, et plutôt, les enfants pourront apprendre qu'une autre normalité existe,
que celles qu'ils ont vécues quand le couple de leurs parents était encore ensemble, plus les enfants vont pouvoir, en entretenant leur propre relation avec leur mère, avec leur père, euh, développer leur propre idée du parent le plus déviant. Par moments, c'est les deux. Et là, ça pose d'autres problèmes. Mais s'il y a un parent suffisamment sain dans le lot, l'enfant n'aura pas toujours l'âge qu'il ou elle a au moment où cela se produit. Euh, et à un moment donné, pourra développer sa propre opinion sur qui est mon père, qui est ma mère. Et à ce moment-là, ne pas pouvoir imputer ni à l'un ni à l'autre l'image qu'il se serait construit lui-même de son parent, pour pouvoir prendre à terme ses propres décisions, pour ne ni diaboliser l'un des parents, ni idéaliser l'un des parents, mais pouvoir le neutraliser. Et du coup commencer un travail psychothérapeutique peut-être pour éviter toute logique de reproduction aussi dans les liens que vos enfants vont former par la suite avec leurs amitiés, leur travail, leur couple, etc. etc. C'est important de comprendre aussi que si vous avez été capable de supporter cela de cette personne-là en particulier, c'est que vous l'avez déjà été dans le passé. Et qu'un travail ou une réflexivité, une réflexion sur votre propre univers familial est toujours pertinente pour voir quelle est votre échelle de tolérance et ce que vous avez construit comme étant potentiellement normal alors que ça ne devrait pas l'être, de potentiellement acceptable alors que ça ne devrait pas l'être, etc. etc., etc. J'ai envie d'ailleurs que ce soit une relation pathologique, d'emprise pathologique ou pas, de le faire parce que c'est toujours très pertinent. Voilà. Bonjour Daniel, pourquoi les juges laissent-ils les enfants aller chez le PN? Je rebondis sur cette question tout de suite parce que c'est un peu dans la même lignée que l'enfant, quelque part, objet du parent. C'est que l'enfant est aussi une propriété du parent. Et la justice, c'est peut-être pas entièrement vrai, mais ça l'est dans beaucoup de cas malheureusement. En tout cas dans mon expérience, ne considère pas qu'une violence faite aux parents est une violence faite à l'enfant. Et donc quand je travaillais en prison, par exemple, je m'occupais du maintien du lien familial en milieu carcéral. Donc vous aviez des hommes qui étaient là pour avoir battu leur compagne euh, avec des objets divers, malheureusement, qui avaient encore le droit de forcer quelque part le parent encore à l'extérieur, d'amener les enfants pendant les visites en milieu carcéral. Et nous, on organisait finalement les visites aussi entre les enfants et les parents pour que les victimes de l'extérieur n'aient pas à être en contact avec leur bourreau, ce qui en soi permet déjà de mettre du tiers et d'avoir un œil aussi sur la manière dont le parent se comporte avec ses propres enfants. Euh, petite parenthèse aussi, le parent qui est incarcéré n'est pas forcément le mauvais parent dans cette histoire. Euh, mais la justice suppose que le parent a toujours le droit d'avoir un enfant, d'avoir son enfant, parce que l'enfant est aussi, avant toute chose, considéré comme étant une propriété des deux parents. Euh, ce n'est que s'il y a des éléments suffisamment factuels, pas expérientiels malheureusement, mais factuels, d'une violence faite à l'enfant, que la justice pourra alors considérer soit un retrait de l'enfant, soit renégocier l'idée d'un hébergement égalitaire, parce qu'ils vont toujours essayer de pousser vers un hébergement égalitaire, et puis fouiller le contexte pour voir si un hébergement différent est préférable. Et retirer l'autorité parentale d'un parent, il faut vraiment qu'il y ait des violences sévères et tangiblement prouvables aussi au regard de la justice pour qu'un enfant soit retiré de son parent le plus dysfonctionnel. Je répète aussi qu'il y a un enjeu euh, que l'enfant ait toujours un minimum de contact avec son parent le plus déviant, parce qu'il s'agit aussi de son propre développement psychoaffectif. Mais cette idée de l'enfant a besoin de ses deux parents est totalement galvaudée. Ce n'est pas vrai du tout. Ça dépend de quel genre de parents, ça dépend de quel genre d'enfant, ça dépend de quel genre de contexte, mais ce n'est loin d'être quelque chose qui est frappé au coin du bon sens. Ça veut dire que une mère ou un père qui éduquerait ses enfants
de manière monoparentale est tout à fait capable d'offrir à son enfant un développement psycho-affectif tout à fait équilibré. Donc, c'est une idée reçue de penser que la séparation fait forcément du tort à l'enfant, loin de là. Et c'est totalement galvaudé de penser que un enfant a besoin fondamentalement de ses deux parents pour pouvoir se développer structurellement de la bonne manière. Voilà, dans les grandes lignes. Mais effectivement, la justice tend à ne pas prendre en considération les violences morales psychologiques, à moins qu'elles puissent vraiment être tangiblement prouvées. Et par moments, malheureusement, les violences physiques non plus ne sont pas, même si elles sont photographiées et reconnues par un expert médical, ne sont pas forcément prises en considération pour l'évaluation de la garde pour l'enfant. Alors, j'espère répondre à vos questions et plus encore. Hein. Vous êtes nombreux à me poser des questions et je vais essayer de faire de mon mieux. Euh, bonjour, bonjour. Euh, en bon timing pour essayer de m'appeler. Euh, alors, j'essaie de chercher une question. Il y a pas mal de commentaires. Que, bonjour, Patron. Que puis-je faire pour mes deux filles qui ne veulent plus avoir de contact avec moi? Alors, est-ce qu'elles ne veulent plus avoir de contact avec vous? Euh, alors, oui, c'est une réponse à un autre. Elles sont-elles majeures ou pas? Euh, pour quelles raisons? Voir quelles sont les possibilités de communication que vous avez encore avec elles pour savoir s'il y a lieu d'opter pour une posture particulière, pour au moins, ne serait-ce que cela, laisser penser que vous êtes accessible et disponible le jour où elles décideront de vouloir renouer avec vous. Il y a certaines choses qui peuvent être faites. Alors, les PN arrivent très bien à manipuler les spécialistes et représentants de la justice. Tout à fait. Tout à fait, et pas toujours, parce qu'il y a dans le système judiciaire, il faut comprendre ses règles, il faut comprendre dans quelle réalité il s'insère. La justice n'est pas juste, elle est là pour trancher. Et elle tranche à partir de l'ensemble de ces lois qui lui servent nécessairement de point d'appui pour prendre leurs décisions. Donc ce n'est pas nécessairement parce que la loi va dans le sens de l'autre que le juge va dans le sens de l'autre. Le juge ne va simplement que dans le sens de la loi. Et donc par moment, pour avoir été en contact avec quand même pas mal de magistrats, de juges, etc. et d'avocats, eux-mêmes sont frustrés par moment de devoir donner gain de cause ou aller vers ce qu'ils perçoivent eux-mêmes comme étant l'auteur, euh, malgré tout, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont soumis à des lois, à des règles, et quand la loi va dans une direction, ils ne peuvent pas en déroger eux-mêmes parce qu'il en va de leur propre crédibilité, responsabilité, et eux-mêmes sont évalués par des juges au-dessus d'eux qui sont garants aussi du respect des lois. Et donc ça dépend sur quel juge vous tombez, mais même un juge qui serait suffisamment consciencieux, ambivalent, éveillé, n'aura par moment pas d'autre choix que d'aller dans le sens de la loi. Malgré que lui-même soit conscient en tant qu'être humain euh, qu'il y a effectivement de la violence potentiellement morale, même physique, qui a lieu au sein du foyer. Donc, autant il y a des mauvais juges, ça, comme il y a des mauvais psys, comme il y a des mauvais psychiatres, comme il y a des mauvais policiers, comme il y a des mauvais cordonniers, mais il y a aussi certaines qui font leur travail avec énormément de conscience et qui malheureusement sont aussi soumis eux-mêmes à une certaine forme de règles
d'obligations et d'interdictions, de liberté et d'autorisation, auxquels ils sont eux-mêmes soumis. Et donc, voilà, il- c'est un écosystème très particulier. Et donc, l'enjeu premier, moi, en tant qu'accompagnateur, c'est de vous éveiller à l'idée que la justice n'est pas juste, qu'il ne faut pas mettre entre les mains de la justice le pouvoir de reconnaître votre souffrance, de reconnaître votre vécu, parce que vous l'avez vécu, il existe déjà, il y a d'autres manières de pouvoir le faire reconnaître, et que tant que, en tout cas dans le cas d'une perversion, tant que le système judiciaire est en jeu, cela offre au contraire à l'autre, à l'auteur, la possibilité de continuer cette emprise sur vous, et d'encore jubiler de tout ce qu'il va détourner, de tout ce qu'il va pouvoir faire, dire, pour euh, détourner les lois à son avantage. Donc, plus loin de la justice vous vous trouvez, mieux ce serait. Et quelque part, évaluer en fonction de vos besoins, de vos intérêts, quel est votre prix de la paix par moment. Et donc, celui-ci peut être, comment dire, une perte pourrait être obligatoire pour qu'un gain plus grand puisse être possible. Et que il est normal à ce moment-là, dans ce genre de situation, d'avoir un esprit combatif, de ne plus vouloir se laisser faire, de se confronter, de se battre jusqu'au bout. Mais c'est exactement ce que l'autre veut. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes séparé de lui que lui n'a pas encore l'intention de faire de vous un objet qui pourrait lui être utile pour exprimer ses propres déviances ou pour encore une fois rendre sa vie possible. Il n'est pas rare de voir des auteurs se plaindre de leur procédure judiciaire, mais de les entretenir eux-mêmes, parce que justement, ils ont la bonne raison, les bons éléments qui se justifient par eux-mêmes pour rendre leur nouvelle vie de couple possible et justifiable par rapport à leur comportement négatif, leur morale, leur colère, leur frustration, etc., etc. Parce qu'il y a justement cet ex qui me dérange en procédure judiciaire, qui ne lâche pas l'affaire, qui me vole de l'argent, etc., etc. Donc, quelque part, votre combativité là reste productive pour lui ou elle. Et l'enjeu, c'est de montrer le plus d'indifférence possible pour que vous ayez à cœur de vous battre pour vous, de vous battre pour le bien-être de vos enfants, pour vous battre pour le restant de votre vie qui est devant vous, la liberté qui est la vôtre et qui ne lui appartient plus. D'où, encore une fois, je reprends l'élément par rapport aux canaux de communication. Vraiment bien cadrer les canaux de communication. Par pitié, je dis cela un peu comme ça, mais j'ai tellement cette expérience qui est récurrente lorsqu'il s'agit de séparation. Évitez tous les éléments qui vous mettent encore dans une forme, l'une ou l'autre forme d'interdépendance avec l'auteur. Euh, à titre d'exemple, les comptes communs. C'est une fausse bonne idée, malheureusement. Les médiations ou les guidances parentales, fausse bonne idée. Malheureusement, de temps en temps, on n'a pas le choix, évidemment. Hein. Euh, Essayez de cadrer tout ce qui est à cadrer jusqu'à l'émancipation financière de vos enfants. S'il faut les mettre dans un studio pour leurs études, s'il faut éventuellement leur payer le permis de conduire, toutes ces choses-là qui font partie inhérente de ce que vous auriez offert à vos enfants, pardon, dans un cadre de couple suffisamment sain, prévoyez-le. Prévoyez-le. Bonjour Mélissa, vous avez demandé pour avoir une meilleure vie à 108 km et ça m'est reproché. Les enfants sont heureux. Oui, ça c'est un peu un autre aspect d'un point de vue judiciaire aussi. Euh, la personne qui part, si elle part trop loin, on peut lui reprocher cela pour la simple et bonne raison, et c'est légal entre guillemets, c'est que la personne qui part a rendu de facto la garde égalitaire impossible, de par la distance. Alors, ça dépend quand la personne le fait. Si la personne comment dire, qui n'est pas partie, qui reste dans le rayon raisonnable, admettons que ce soit la victime, euh, ne dit rien
et rend la garde alternée toujours possible malgré la distance, vous n'allez plus pouvoir utiliser cet argument-là, parce que vous l'avez déjà rendu possible. Il faut toujours faire attention à ce que vous rendez possible avant une décision de justice. Parce que si vous l'avez rendu possible, c'est que vous l'avez accepté. Et donc cela peut se perdurer dans le temps. Si vous êtes celle ou celui qui part, si l'autre rend la garde alternée possible, il pourra toujours vous le reprocher. Vous pourrez toujours appuyer sur l'idée que maintenant ça fait un temps certain et que ça se passe très bien, que les enfants s'en plaignent pas et que de manière logique les choses se passent bien. Par contre, si il s'en plaint tout de suite, ça peut effectivement vous être reproché sans pour autant amener à une décision de justice qui soit à votre défaveur, mais tout de même. Soyez au plus proche de la loi. Soyez au plus proche de la loi. C'est pour ça que quand, par exemple, j'accueille un patient, une patiente qui est euh, soit avant séparation, soit en cours de séparation, soit après séparation, parce que je les reçois à plein de timings différents, en fonction de ce qu'ils traversent au moment où ils viennent, euh, je connais mes limites en termes de compétences. Je suis psychologue, j'accompagne une personne, mais tout ce qui est... Je m'y connais un peu en système judiciaire, mais pour avoir des réponses à vos questions qui soient les plus sécurisantes possibles, demandez le conseil d'un avocat qui est spécialisé. Non pas en perversion narcissique, mais qui est spécialisé dans son domaine d'expertise. Trouvez-vous un avocat contre lequel vous n'avez pas à vous battre, que vous n'avez pas à convaincre, qui n'a pas nécessairement à cœur son taux de réussite. Autrement, il ne va pas vous défendre convenablement, il ne va pas avoir vos intérêts à cœur convenablement. Prenez un avocat qui vous dit avec bienveillance que ce que vous demandez, malheureusement, ne pourra pas être possible en fonction de telle ou telle autre chose. Trouvez-vous un avocat avec qui vous pouvez collaborer. Attendez-vous à ce que cet avocat, s'il est suffisamment bien structuré, vous dise ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, ce qui est tentable, ce qui n'est pas tentable, avec qui vous allez pouvoir collaborer. C'est le plus important, parce que si vous avez à angoisser de votre avocat en plus d'angoisser de la situation, ça va devenir très pénible. Et il n'y a pas de mal à changer d'avocat en cours de procédure. Il n'est jamais trop tard. Bonjour Nathalie. Quels sont les liens bizarres du PN avec sa mère? Potentiellement PN elle aussi. Pas forcément. C'est une question très intéressante d'un point de vue clinique. Euh, comment aborder cette question-là la plus simple possible, la vulgariser. Euh, alors, du point de vue du pervers, le premier preneur de soins, qui est souvent la mère, mais c'est pas forcément la mère, ça peut être un autre membre du système familial aussi, euh, est à l'origine de la structure perverse du pervers. Alors, plusieurs grilles de lecture là viennent s'entrechoquer. Je vous donne la mienne et qui corrobore quelque part aussi ce que je constate dans ma propre pratique. C'est que la perversion est mise en place par l'idolâtrie du premier preneur de soins sur l'enfant. L'enfant est quelque part rendu fétiche, objet, euh, des enjeux du premier preneur de soins. En gros, l'enfant est ce qu'on appelle fétichisé. Il est rendu objet. Il ne, et entretient avec son premier preneur de soins ce qu'on appelle une dynamique modure incestuelle. Alors, l'incestualité n'est pas inceste. Ce sont deux choses différentes. Si je veux citer Paul-Claude Racamier, il dit que l'incestualité, c'est un climat où souffle le vent de l'inceste. Il n'y a pas de passage à l'acte, mais il y a quelque chose de... Il y a un malaise, il y a quelque chose d'ambigu. Il m'arrive quand je reçois par exemple une famille entière, de voir qu'il y a une dynamique intersubjective très particulière entre deux membres de la famille qui ne devraient pas appartenir à ce niveau hiérarchique. C'est par exemple le père qui se comporte comme s'il était en couple avec sa fille. C'est cette fratrie dans laquelle qui se comporte comme les parents à la place des parents. C'est quelque chose qui dit autrement ce qu'on appelle le deuxième tabou. Hein, il y a le tabou de l'inceste. Le deuxième tabou, c'est le tabou de l'incestualité au sein des familles.
Dit autrement, c'est le tabou de l'indifférenciation des rôles. Ça veut dire que au sein de la famille, les membres de la famille n'occupent pas le rôle qu'ils sont censés occuper au sein de leur famille, au sein du système familial. Et c'est comme ça que vous avez, par exemple, dans le cas classique d'un homme pervers avec sa mère, un couple. Vous avez littéralement un couple. Ils utilisent la sémantique du couple. Ils se parlent comme s'ils étaient dans un couple. Vous pouvez entendre des phrases du type ma mère, c'est la femme de ma vie, ou tu ne seras jamais comme ma mère, ou tu ne seras jamais mieux que ma mère, etc. La logique théorique de tout cela est super intéressante. Je devrais une fois écrire un petit article là-dessus. Sa mère, c'est la femme de sa vie. Littéralement, la femme de sa vie. Si vous voulez connaître la source de qui il est, allez voir sa mère. Voilà. N'attendez pas de sa mère plus de conscience que le pervers lui-même. Ça dépend de la mère, parce qu'il y a de temps en temps, si vous voulez, l'enfant est rendu objet, peut être rendu objet, soit parce qu'il y a une déviance préexistante de la part du premier preneur de soins, soit parce que la mère ou le père, on va prendre la mère, vit des événements tellement durs au moment où l'enfant naît, que la mère ou le père, la mère, va entièrement se focaliser sur l'enfant pour pouvoir finalement survivre à un climat violent ou insoutenable de l'extérieur, sans pour autant que la mère soit déviante. C'est juste une part de son existence dans laquelle elle se rattache à l'idée de l'enfant, à l'objet enfant, pour survivre. Voyez. Et les répercussions se font alors plus tard, parce que ce faisant, en rendant l'objet enfant, je vais y arriver, bah, le premier preneur de soins empêche l'enfant de se confronter à la réalité extérieure, à l'autre, avec un grand A, et de pouvoir traiter lui-même ce qu'il vous force à traiter vous, la culpabilité, la honte et le doute. L'enfant, puisqu'il est rendu objet, est toujours innocent. C'est toujours les autres, le problème. Toujours l'extérieur. Et donc l'enfant n'apprend pas à passer au-delà d'un niveau de développement dans lequel il serait amené à pouvoir internaliser ses culpabilités, internaliser ses hontes, internaliser ses doutes, parce que son premier preneur de soins l'en empêche finalement. Et donc la structure se crée progressivement et se pérennise dans le temps, et vous avez des personnes qui sont juste incapables de pouvoir traiter la culpabilité, les hontes et les doutes, raison pour laquelle vous devez les ressentir à sa place. Et c'est ça qui est quelque part pervers, c'est qu'il détourne tout cela pour que vous ayez à non seulement ressentir cela, mais aussi à traiter, à réparer des transgressions qui ne sont pas les vôtres, à avoir honte à la place de l'autre, et à vous remettre en question à la place de l'autre. Et simplement parce que vous êtes capable de le faire, et que vous tenez à lui ou à elle, bah vous le faites. Vous le faites, vous le faites, vous le faites, vous videz progressivement de votre énergie, et finalement ça devient une forme d'automatisme dans laquelle vous avez à souffrir de vous-même. Donc, si vous êtes avec un potentiel pervers, intéressez-vous un peu à la dynamique intersubjective qu'il a avec son premier preneur de soins. J'aime dire, quelque part, pour plus de clarté, que les perversions, les perverses, ce sont littéralement des enfants dans des corps d'adultes. C'est-à-dire, le corps grandit, le corps vieillit, l'esprit est à la traîne. Et donc, ce sont littéralement des corps d'adultes avec des fonctions d'enfants. C'est-à-dire qu'ils vont geindre, se plaindre, gueuler, vouloir avoir raison, s'excuser pour avoir la paix. Ils vont littéralement, quelque part, si vous y pensez un peu bien, métaphoriquement, ce sont des enfants. C'est toutes les réactions qu'un enfant pourrait avoir, il pourrait les avoir également. Dans les grandes lignes, voilà. Alors, peut-être une autre question avant de clôturer. Euh, Eric, oui, il y aura des replays. Ils sont toujours disponibles sur la page. Et
Et j'essaierai quand j'aurai le temps de les mettre sur YouTube. Je suis un mauvais élève pour ça. Je vous en prie, Roland, merci à vous d'avoir été présente. Oui. Alors, toujours la grande question de nos enfants hein, dans ce genre de situation, c'est ce qui nous prend énormément d'énergie, d'angoisse, de crainte par rapport au développement de nos propres enfants suite à ce genre de relation. Euh, je l'avais dit initialement, la séparation au plus tôt permet à l'enfant de se développer différemment plutôt que de rester enfermé dans une logique où ce que la dynamique parentale serait la normalité. Euh, Ça ne veut pas dire que les parents qui ne se séparent pas développent forcément des enfants pervers, hein, mais ça peut nécessairement aider, malgré que ça génère des difficultés, forcément, parce que le pervers sera toujours là. Enfin, en tout cas, le parent dysfonctionnel sera toujours là. Il sera toujours un élément à prendre en considération dans l'éducation de vos enfants. Et il y a des astuces et des postures à adopter pour cela, et c'est plus ou moins facile, plus ou moins difficile. Mais c'est là où Roland a raison, c'est que vos enfants sont des êtres humains à part entière. Ça veut dire que, arrivé à un certain âge, leur structure de personnalité est stabilisée. Ils ne passeront plus d'une structure à une autre. Ils fonctionneront d'une certaine manière plutôt que d'une autre. Ils pourront alors évoluer, mais sur la base de cette structure. Vos enfants ont l'âge qu'ils ont maintenant, s'ils sont mineurs, avant l'adolescence, je dirais. Euh, il y a beaucoup d'enjeux pendant l'adolescence, il y a beaucoup d'enjeux après l'émancipation financière des enfants. C'est important, parce que l'argent est un enjeu important pour le parent déviant qui va utiliser comme point de levier. Euh, mais vos enfants, un jour, ne seront plus des enfants, ou ne sont peut-être plus déjà des enfants, malgré que ce soit vos enfants. Et donc il ne faudrait pas, dans cette logique-là, déposséder vos enfants de leur propre fonctionnement. Ce qui rend les choses difficiles, c'est que ce sont vos enfants et que vous êtes liés à ces enfants. Et donc ça rend les choses plus pénibles. Mais posez-vous la question par moment. Si, euh, si cette personne n'était pas mon fils, si cette personne n'était pas ma mère, si cette personne n'était pas mon père, est-ce qu'elle serait encore dans ma vie? Est-ce que je tolérerais ça longtemps? Est-ce que si un inconnu me parlerait comme ça, est-ce que je continuerais à l'aimer ou est-ce que je pourrais développer un amour? Est-ce que si une personne est capable de me parler comme ça, est-ce qu'il y a amour? Hein, tout le monde n'est pas capable d'aimer. Tout le monde est capable de dire je t'aime, mais tout le monde n'est pas capable d'aimer. On utilise tous les mêmes mots pour signifier des choses bien différentes. Et donc, posez-vous la question. Ça permet peut-être de prendre un peu de recul. Alors, on peut rompre sans se séparer et séparer sans rompre. Et par moments, même s'il ne s'agit pas de se séparer de ses parents, ni de se séparer de ses enfants, il est possible de travailler sur le lien pour l'atténuer et prendre plus de recul et rompre quelque peu celui-ci pour que vous ayez à comprendre que vous ne pouvez plus attendre de ces personnes-là ce que vous espérez d'eux. Et c'est triste à le dire, hein, je suis le premier, le premier à être triste à comprendre cela. Euh, Par moment, il faut pouvoir accepter que la personne que vous avez en face de vous est un être humain à part entière et que malgré que vous soyez lié à cette personne, ça ne la déresponsabilise pas de ce qu'elle fait, de ce qu'elle dit et de ce qu'elle pense. Et ça, je pense que c'est important parce que ça évite de se laisser systématiquement emporter en dehors de ses limites et à devoir accepter l'inacceptable ou à rendre quelque chose, un comportement, une attitude anormale, normale. Et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir, dans la mesure où, si vous arrivez à faire cette distinction-là, vous pouvez récupérer ce que vous investissez pour l'investir auprès peut-être des autres membres de cette même famille, qui sont les plus discrets et qui pourtant peut-être mériteraient plus de place. Et ça, c'est vraiment important. Il est triste à voir que dans les systèmes familiaux, entre guillemets, dysfonctionnels, bien que un système familial fonctionnel, c'est un peu rare, c'est impossible, c'est comme la bonne santé mentale. Pour moi, ça n'existe pas, la bonne santé mentale. On ne peut être que suffisamment sain, mais être sain d'esprit, ça n'existe pas. Malgré ce que certains pourraient en dire ou en penser, ça n'existe pas. On est tous fous d'une manière ou d'une autre.
L'important, c'est comment je vais gérer ma folie. Et habituellement, si vous êtes capable de, euh, de vous remettre en question suffisamment pour penser que c'est vous le problème ou que vous pensez que vous êtes fou, c'est qu'habituellement vous êtes suffisamment fonctionnel et que c'est votre environnement qu'il faut pouvoir réévaluer. Et que vous êtes tout à fait capable de pouvoir vous insérer correctement dans un autre environnement qui serait moins toxique, pour le dire simplement. Et donc dans les systèmes familiaux où il y a des dysfonctions liées à une personne en particulier ou à plusieurs, il s'avère tristement que c'est la personne la plus fonctionnelle qui est exclue du système pour maintenir l'équilibre du système en l'état. Donc je vais répéter cela parce que c'est important pour certains d'entre vous qui penseraient être le problème au sein de votre famille. C'est que il arrive plus que fréquemment que la personne qui est exclue du système est la personne la plus saine du système. Je vais m'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Et ça mériterait des discussions et éventuellement d'évaluer cela en fonction du contexte de chacun. Euh, que vais-je dire pour conclure? Merci beaucoup. J'ai pu répondre à quelques questions. J'espère que vous m'excuserez de ne pas avoir pu répondre à toutes les questions. Si éventuellement débuter un accompagnement avec moi vous intéresserait, il y a les informations sur la page Facebook et sur mon site internet, pervertnarcissique.be. Euh, je mettrai systématiquement mes lives en rediff et toutes les conférences qu'éventuellement je pourrais faire. Euh, je donne également des formations sur demande. Enfin voilà, les services que j'offre sont présents sur ma page Facebook et sur mon site internet. L'idée là n'est pas nécessairement de faire ma pub, mais si vous reconnaissez de près ou de loin dans certaines questions, voire dans certaines réponses, et si éventuellement vous pourriez me donner suffisamment de crédit pour vous convaincre, trouvez un accompagnement, trouvez vos ressources, continuez à penser, à réfléchir, et progressivement arrêtez de rendre l'inacceptable acceptable. Voilà. Un tout grand merci pour vos participations, un tout grand merci pour vos messages bienveillants, le soutien que vous offrez aux autres membres à travers votre participation, commentaires des posts de ma page ou de vos posts dans mes deux groupes, qu'ils soient privés ou publics. Donc je répète, le groupe c'est Pervers Narcissique, les dérives de l'emprise. Allez-y, postez. Il y a des règles à suivre évidemment, mais si c'est pertinent et que si ça peut soutenir, je les accepterai. Euh, nous sommes nombreux, plus de 14 000 sur la page, plus de 30 000 je pense sur le groupe public. Plus nous serons nombreux et plus le message pourra passer. Un tout grand merci à vous. Euh, et c'est grâce à vous que je fais ça aussi. Donc merci beaucoup. Et je vous dis sans doute rendez-vous dans un mois pour un prochain live. N'hésitez pas à me dire si, dans les commentaires si vous êtes friand de ce genre de choses, si ça a été intéressant pour vous, si je pourrais faire mieux et de quelle manière je pourrais faire mieux. Je ne suis pas un professionnel des réseaux sociaux, donc je fais de mon mieux. Mon travail, c'est d'être praticien et formateur et conférencier. Donc n'hésitez pas. Encore un tout grand merci, mille merci, et au plaisir de pouvoir discuter à nouveau dans les prochaines semaines. Et j'espère vous voir au prochain live. Merci.